Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en compagnie de mes camarades Théophile Poimeau et Thomas Dietrich. Ensemble, ils commenteront l'actualité politique de la semaine passée et une fois n'est pas coutume, celle de la semaine à venir. En effet, on parlera de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Du 25 au 27 août prochain, le président de la République sera reçu par son homologue Abdelmajid Tebboune. Après plusieurs mois de crise, ce déplacement doit contribuer, entre autres, à approfondir la relation bilatérale. Une autre visite très remarquée du chef de l'État, celle qu'il a effectuée à Bormes-les-Mimosas le 17 août dernier, à l'occasion du 78e anniversaire de la libération du village varois. Emmanuel Macron s'est montré soucieux face aux menaces de la guerre et du dérèglement climatique. Un épisode colantesque tourné dans la prison de Fresnes fait polémique et provoque la colère du ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti exige une enquête après la tenue des preuves inspirées du célèbre jeu télévisé au sein de l'établissement pénitentiaire. Des images jugées choquantes selon le garde des Sceaux. On est tous choqués ici autour de ce plateau. On discute de tous ces sujets croustillants pendant des dizaines de minutes. Place à l'épisode 10 du Fond de l'Info qui voit le jour grâce à votre soutien. On compte sur vous. On peut dire que ça a été un peu la rentrée médiatique d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a profité de la commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas qui a eu lieu le 17 août 1944 pour appeler les Français au sens des sacrifices de manière assez mystérieuse d'ailleurs. On regarde un extrait de son allocution déjà très commentée. Aujourd'hui, au milieu des périls de notre temps et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Souvenons-nous des combattants de l'été 44, des leçons de courage qu'ils nous ont léguées, de la soif de liberté et de l'esprit de fraternité qui les animait, de la concorde qu'ils ont fait prévaloir sur toutes les différences d'origine, de religion, de couleur de peau ou de classe sociale. Pas simplement pour le souvenir, mais pour l'exemple, pour raviver cette flamme et retrouver le sens profond de ces combats. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés au sein des peuples de la liberté, soldats et civils, femmes et hommes, français et étrangers, résistants de la première heure comme simples habitants qui cachèrent un soldat le temps que l'ennemi passe son chemin. Tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays et notre liberté. Alliance sacrée. C'est bien cela. La guerre est à nos portes. Accepter de payer le prix de notre liberté, Emmanuel Macron est à la fois très alarmiste et très vague, et ça peut inquiéter. Oui, parce que Emmanuel Macron, soit il en dit trop, soit il en dit pas assez. Déjà, il y a une ambiguïté. Est-ce que nous allons au-devant d'un problème de nature militaire? Est-ce que la France sera obligée ou bien va faire le choix d'entrer en guerre dans le cadre des affrontements qui ont lieu aujourd'hui? Ou alors il évoque uniquement la situation économique avec les privations qui pourraient arriver, notamment en raison de la géopolitique du gaz à laquelle la Russie de Vladimir Poutine soumet à peu près toute l'Europe. Donc c'est flou, on ne sait pas. Il crée une ambiance volontairement dramatique au moment où en interne en France il y a des problèmes comme la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation qui inquiète, et il rajoute de l'inquiétude à l'inquiétude, et finalement il dessaisit dans le même temps les Français de leur souveraineté, parce que de toute façon, que ce soit sur le terrain militaire que nous devions aller, ou que ce soit juste sur le terrain d'un certain nombre de choix politiques qui nous amènent à certaines privations, normalement c'est le peuple qui est souverain. Donc il faut lui expliquer assez bien les enjeux pour qu'il puisse en décider. Il faudrait, dans ce genre de circonstances, peut-être même demander une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour qu'on en parle et qu'on aille dans les détails. Et là, non, en fait, c'est comme une sorte de teasing de la peur. Je trouve ça assez ambigu et très, très inquiétant. Et alors, est-ce que l'avenir éclaircira ce type de propos? J'espère. Thomas, tu l'as trouvé très inquiétant, très alarmiste, le président de la République? Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas, on est quand même dans une situation dramatique en France. On est à 6,1% d'inflation, une inflation qui va
que s'accélérer jusqu'à la fin de l'année. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se nourrir, il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre. Et puis de toute façon, c'est une situation qui est commune à toute l'Europe. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui vient au milieu de tout ça vous faire un beau discours rempli de plein de mots savants qu'on a l'impression d'avoir mis bout à bout. Il joue un peu le Malraux de Huiche, le De Gaulle de Foire Kermesse, et il va faire de grands discours grandiloquents pour vous dire qu'on est en guerre. C'est son rôle préféré, puisqu'il l'a fait. On se souvient qu'à l'époque de la Covid, de l'irruption de l'épidémie, il avait déjà dit que la France était en guerre. Il a fait toute une mise en scène à la Netflix quand il y a eu le déclenchement du conflit en Ukraine, mais ça ne règle absolument rien au problème de fond des Français, qui continuent à être confrontés à des questions de pouvoir d'achat qui sont absolument dramatiques. La Macronie, avec le Rassemblement national, ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Gérald Darmanin préfère occuper le terrain médiatique avec des polémiques sur la sécurité. C'est un peu la jurisprudence, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, Papivoise, qui, juste avant l'élection présidentielle de 2002, c'était un vieux monsieur qui s'était fait agresser à Orléans, et ça avait polarisé toute la fin de la campagne et peut-être permis au fait que Jean-Marie Le Pen passe au second tour de l'élection présidentielle. Et on est en train de rééditer cette jurisprudence avec un Gérald Darmanin qui occupe le terrain avec des polémiques sécuritaires stériles, qui s'est encore rendu à Mayotte, dans le département le plus pauvre de France, là où il y a 77% des Mahorais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la seule chose qu'il trouve à répondre au drame que vivent les Mahorais, au drame économique, au drame migratoire, c'est de leur dire qu'on va créer un centre d'enfermement pour les mineurs, pour les rééduquer. Alors la dernière personne qui a parlé de rééducation, c'était l'ambassadeur de Chine en France à propos des Taïwanais. Et au fond, c'est-à-dire que ces polémiques sécuritaires permettent de masquer le vide absolu, intersidéral de la politique d'Emmanuel Macron pour résoudre les vrais problèmes des Français qui sont le pouvoir d'achat et l'inflation. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est exprimé le 19 août et dans un entretien publié le dimanche 22 août, le ministre de l'économie Bruno Le Maire disait que nous sommes au pic de l'inflation et que l'objectif du gouvernement était de soulager les porte-monnaies des Français. Les deux déclarations semblent sinon coordonnées, du moins liées, à quelques jours de la rentrée scolaire. Alors, certains plaisantins ont expliqué que le mot « soulager » voulait dire, dans le fond, subtiliser, qu'il était possible que le vrai désir de Bruno Le Maire soit d'arracher un peu de ce qui reste du portefeuille des Français. Mais plus sérieusement, il ne faudrait justement pas que l'écran de fumée macronien soit une manière de fermer la bouche de ceux qui se rendent bien compte à cette période de rentrée scolaire, alors qu'il faut acheter les fournitures des enfants, alors qu'il faut, pendant la période de l'été, peut-être faire un peu plus à manger, puisque pour ceux qui ont leurs enfants à la cantine, il ne faudrait pas vouloir leur fermer la bouche en leur expliquant que vos petits problèmes d'intendance passent derrière la grande affaire qui est la guerre, et que fermez vos bouches. C'est vraiment en tout cas ce que moi j'ai entendu, parce que quelque part, effectivement, quand il est question de guerre et de paix, de liberté et d'esclavage, les questions du prix de la baguette deviennent secondaires. Et je pense effectivement il y a une sorte de causalité, il y a une sorte de lien entre les deux propos, et surtout il ne faudrait pas que, quelque part, l'opinion publique revienne à la question des super-profits que cet exécutif lui-même a refusé de taxer juste il y a quelques semaines, sur un certain nombre de mesures qu'ils ont refusé de prendre, notamment le blocage des prix. En réalité, toute leur loi pouvoir d'achat est incapable de faire face au tsunami d'augmentation des prix qui nous saisit. Et là, du coup, on utilise les grands mots, on a l'impression de refaire la guerre de 1940. C'est comme si, en fait, ceux qui se plaignent trop de l'augmentation des prix, ce sont des Munichois. En plus, il y a vraiment la grosse incertitude de combien coûtera l'électricité et le gaz en hiver, et qui va financer. C'est-à-dire, on imagine qu'il n'y aura pas une répercussion directe de toutes les fluctuations des prix sur nos factures. Alors, est-ce que ces fluctuations, on les paiera sur les factures pendant 3-4 ans qui seront plus élevées que le rapport strict au marché? Est-ce que finalement c'est la fiscalité qui prendra ça en charge, donc l'ensemble des Français, y compris ceux qui soi-disant ne payent pas d'impôts, mais qui payent beaucoup de TVA? Toutes ces questions sont
évacué par ce type de communication. Et ce que je remarque, c'est que les médias mainstream suivent en général le doigt sur la couture du pantalon. Dès lors qu'on parle de guerre, de paix, en fait, ou de relations internationales, ils suivent l'exécutif. Ils ne discutent plus les choix d'Emmanuel Macron dans le Sahel, par exemple, le fait que la France quitte le Mali en laissant une situation pire que celle qu'elle a trouvée, nos choix sur le conflit en Ukraine. Tout ça, en général, il y a très peu de critiques dans les médias mainstream. Et finalement, transformer la problématique économique en problématique militaire et géopolitique, c'est tout bénef parce que du coup, le journalisme en uniforme suivra. On peut imaginer que le style mélodramatique sera celui de la com gouvernementale dans la période d'incertitude que nous vivrons encore pendant un certain temps. Thomas ? Alors, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe qui est assez savoureux et inquiétant, c'est que Emmanuel Macron est parti à Bornes-les-Mimosas célébrer l'anniversaire du débarquement de Provence. Il faut quand même se souvenir que ce débarquement de Provence, qui a eu lieu le 15 août 1944, les soldats qui ont débarqué sur les plages de Provence et qui sont venus libérer la France étaient majoritairement des gens venus d'Afrique qui se sont battus pour la France, pour la métropole à l'époque, et qui ont été bien mal récompensés. Et je trouve quand même assez osé, on va dire, pour ce gouvernement de se saisir de ce symbole qu'est le débarquement de Provence, alors qu'en fait ça fait des mois et des mois qu'il ne parle que d'expulser les étrangers, qu'il accorde beaucoup moins de visas aux ressortissants algériens et marocains, on en parlera après, qu'il a une politique très dure vis-à-vis des migrants. Donc déjà, je trouve que le symbole est un peu difficile, et le ton mélodramatique, il a aussi un but, qui est de préparer les Français aux sacrifices qui vont venir et qui vont être demandés, déjà par les réformes qui vont être imposées, réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, qui vont être très douloureuses et qui vont mettre encore plus la tête sous l'eau à des Français qui déjà sont asphyxiés. Et puis, Théophile l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire il y a la question du prix de l'électricité et du gaz. Pour l'instant, il y a un bouclier tarifaire qui a été mis en place, et qui a été mis en place principalement dans le cadre de l'élection présidentielle, puisque évidemment Emmanuel Macron, pour assurer sa réélection, ne voulait pas d'un gaz ou d'une électricité qui aurait augmenté de plus de 300 ou 400%. Mais c'est, connaissant la politique libérale du gouvernement, c'est quelque chose qui ne va pas durer ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à un moment, on va lever au moins partiellement ce bouclier tarifaire, et il y a des milliers de Français qui vont plus pouvoir se chauffer, qui vont plus pouvoir s'éclairer, et donc on rejoue des discours aux accents mélodramatiques, on a l'impression d'écouter Malraux au moment du transfert des cendres de Jean Moulin en Panthéon, alors qu'en fait on est juste en train de faire de la politique et de préparer les Français aux mesures d'austérité qui vont être terribles. Bientôt on va nous présenter le fait de prendre une douche froide comme une mesure, comme un acte de résistance contre l'invasion poutinienne. Je le sens venir gros comme une maison. Alors bon, effectivement, la situation internationale, elle est complexe. La France ne peut pas la changer juste avec ses petits bras. Mais il y a des conditions internes qui devraient primer. C'est-à-dire que si on demande des sacrifices aux Français, on doit d'abord demander ces sacrifices aux plus riches des Français, aux grandes entreprises. D'ailleurs, quand on regarde même l'histoire de la fiscalité, on se rend compte qu'un certain nombre de réformes ont été prises dans le cadre justement du partage de l'effort, soit de guerre, soit de sortie de guerre, si je ne me trompe pas. Oui, par exemple, il y avait effectivement l'impôt sur le revenu a été instauré en 1913, c'était un président du Conseil qui s'appelait Joseph Caillaux, et c'était, ça faisait davantage payer les plus riches en fonction de leurs revenus, et ça a été fait jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, quand on sentait que le conflit avec l'Allemagne allait arriver et qu'il allait avoir besoin d'une mobilisation générale et d'une mobilisation des ressources. Donc effectivement, ça s'est fait dans un contexte de guerre, de mobilisation patriotique. Messieurs, je vous propose de quitter la France et d'aller en Algérie. De jeudi à samedi prochain, Emmanuel Macron séjournera en Algérie dans le cadre d'une visite officielle à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune, dont l'objectif est de relancer les relations bilatérales. Alors dans la presse, on entend beaucoup parler des questions mémorielles, de la question des visas, mais peut-être un peu moins des enjeux énergétiques et des affaires de la France-Algérie.
Alors cette visite d'Emmanuel Macron, elle est très attendue en Algérie, parce que déjà c'est la première qui intervient depuis 2017. On se souvient que Emmanuel Macron était parti en tant que président en décembre 2017 en Algérie, mais il était aussi venu pendant la campagne présidentielle de 2017, et il avait prononcé cette phrase qui avait été saluée d'ailleurs par beaucoup de monde, qui était que la colonisation, notamment en Algérie, était un crime contre l'humanité. D'ailleurs, une déclaration qui n'avait pas été vraiment suivie des faits, puisqu'il n'y avait pas eu d'excuses officielles pour la présence française en Algérie, et notamment les atrocités qui avaient été commises pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est quand il était candidat. Quand il était candidat. D'accord, mais quand il est devenu président, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a renié, il a dit que finalement l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française, et que... C'est la France qui a fabriqué l'Algérie. Voilà, et que le pouvoir algérien vivait sur une rente mémorielle dont il devait se débarrasser. Et finalement, il n'y a eu aucune excuse pour ce qui s'est passé pendant cette terrible guerre d'Algérie qui a fait au moins 250 000 morts parmi les civils algériens. Donc effectivement, il y a cette question de la mémoire qui est importante, qui n'est toujours pas tranchée, qu'aucun président français sous la Ve République n'a réussi à trancher, n'a réussi à faire finalement ce qu'a fait Jacques Chirac avec le Veldiv, c'est-à-dire reconnaître la responsabilité de l'État français dans les atrocités, dans les crimes qui ont été commis. Mais au-delà de ça, il y a plein de questions qui se posent entre la France et l'Algérie, notamment la question de la réduction des visas, puisque la France, pour punir l'Algérie du fait que l'Algérie ne réadmet pas systématiquement ses ressortissants en situation irrégulière en France, a réduit drastiquement le nombre de visas. L'Algérie avait répondu en interdisant le survol des avions français, le survol du territoire algérien par les avions français, ce qui avait quand même beaucoup embêté l'armée française, qui fait passer des avions pour aller combattre et être positionné au Sahel dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane. Et puis, évidemment, la question du gaz, puisque l'Algérie est très riche en gaz. L'Europe a plus que jamais besoin du gaz, avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la question de prolonger le gazoduc, de faire un gazoduc qui irait jusqu'en Espagne et qui irait jusqu'en France. La France n'a jamais été très ouverte à ça. Est-ce que la situation géopolitique et le fait que les vannes soient régulièrement coupées pour le gaz qui vient de la Russie va contraindre la France à se rapprocher de l'Algérie sur cette question? En tout cas, c'est autant de questions qui vont être mises sur la table. Et puis il y a quand même une ombre qui pèse, autre que la question de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui pèse sur cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est quand même la question du financement de sa campagne en 2017. C'est-à-dire il y a eu un certain nombre d'enquêtes journalistiques qui ont été faites en disant qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie pendant sa campagne, au moment où il a fait cette fameuse déclaration en disant la colonisation est un crime contre l'humanité, et on a suspecté des oligarques algériens d'avoir financé la campagne d'Emmanuel Macron, puisque le problème d'Emmanuel Macron pendant qu'il était en campagne, c'est que les banques françaises ne voulaient pas lui prêter de l'argent parce qu'il n'était pas le favori de l'élection présidentielle. François Fillon était le successeur désigné de François Hollande, et Emmanuel Macron pouvait très bien s'effondrer dans le sondage et finir à moins de 5%. Donc les banques françaises étaient très frileuses à lui prêter de l'argent. Alors Emmanuel Macron a sans doute ou a peut-être fait ce que tous les candidats, la quasi-totalité des candidats ont fait dans le cadre d'une élection présidentielle en France. Des gros candidats soutenus par le système. Voilà, c'est aller prendre de l'argent liquide, des belles mallettes de cash dans des pays étrangers où en général les peuples sont très pauvres et les dirigeants sont très riches, et ce qui aurait expliqué finalement cette déclaration très osée de la part d'un candidat, c'est-à-dire sur la colonisation comme crime contre l'humanité, qui avait même été critiqué à l'époque par Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un candidat plus progressiste. Et ça n'a jamais été... il n'y a jamais eu d'enquête, la justice. Alors que quand même, il y a quand même beaucoup d'argent liquide qui a circulé au début de sa campagne. Benalla est allé plusieurs fois en Algérie. Emmanuel Macron a rencontré des oligarques comme Ali Haddad. Il y a des témoins qui parlent de mallettes d'argent qui ont circulé, de cotisations entre les grands chefs d'entreprise algériens. Il y a un homme clé qui était très proche de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Alexandre Djouri, qui a été mêlé dans ce possible financement occulte. Donc, est-ce que finalement cette visite d'Emmanuel Macron aurait aussi pour objectif caché de mettre la poussière sur le tapis, de faire en sorte que plus jamais on ne parle de cette affaire de financement? C'est possible. En tout cas, Emmanuel Macron n'a jamais eu, ou quasiment jamais eu, un mot
pour les dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées dans le cadre du Irak, dans le cadre des manifestations qui sont tenues en Algérie depuis 2019. Tu pourras en parler mieux que moi. La France n'a jamais condamné les violations des droits de l'homme et la répression qui a été à l'œuvre en Algérie. Est-ce que c'est lié à cette affaire de financement occulte? Peut-être que la justice le dira dans quelques années, comme pour la Libye et Sarkozy. Oui, Thomas, tu as parlé de la campagne de 2017, on aurait pu aussi parler de celle de 2022. On se souvient que la grande mosquée de Paris, qui est rattachée à l'Algérie, a organisé un repas de rupture du jeûne pour soutenir l'élection du chef de l'État. Attention, c'était un iftar républicain. Bien sûr, républicain et laïque. Théophile, est-ce qu'une visite en Algérie d'un président français n'est pas forcément une affaire de politique intérieure, tant le rapport à ce pays et à son indépendance a structuré la Ve République depuis sa naissance? Oui, parce que Emmanuel Macron, effectivement, quand il voulait donner des gages à l'extrême droite, il a dit que le pouvoir algérien vivait d'une rente mémorielle, après avoir lui-même utilisé la fameuse rente mémorielle quand il voulait se faire élire quelques années plus tôt. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en France aussi, parce qu'effectivement, on peut dire que le pouvoir algérien, FLN plus armée, qui historiquement tire sa légitimité de ces années-là, veut en profiter, notamment vu qu'il est mis en cause par une rue qui demande la démocratie, le partage des richesses, etc. Donc oui, on peut parler de rente mémorielle. C'est pas l'Algérie qui vit d'une rente mémorielle, ce sont un certain nombre d'oligarques algériens très liés à des oligarques français qui prospèrent là-dessus. Parce que le citoyen algérien ordinaire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'accuser la France le matin, le midi et le soir, c'est juste de manger, d'être soigné et puis d'espérer en des lendemains meilleurs. En revanche, en France aussi, il y a une rente mémorielle sur l'Algérie, parce que finalement, quelque part, la Ve République naît avec la fin, la liquidation du contentieux algérien par De Gaulle, qui a mécontenté un certain nombre de personnes, notamment tous les pieds noirs qui aujourd'hui structurent une partie du vote du Rassemblement national, et ce Rassemblement national qui est lui-même une sorte d'airbag de protection du bloc bourgeois contre la gauche et le progressisme. Alors donc effectivement il est toujours question de donner des gages à cette extrême droite pour finalement la légitimer elle-même et la rassurer et l'aider dans son travail qui consiste finalement à saper les bases de la structuration d'un bloc populaire en France. Et oui, il y a aussi en France, d'ailleurs si vous regardez les commentaires d'extrême droite, y compris sur les réseaux sociaux, ça y va du dolorisme sur la génuflexion, l'autoflagellation, en fait toute cette thématique de l'extrême droite qui s'impose dans les médias à large spectre. Et oui, aussi en France, les gens instrumentalisent ça, ils instrumentalisent la figure de l'Algérien ou du Franco-Algérien comme une sorte d'altérité radicale contre laquelle il faudrait se protéger. Et cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie sera également l'occasion pour ces gens-là qui n'ont jamais fait leur deuil d'une sorte de cohabitation où ils dominaient outrageusement les personnes qui les avaient accueillis chez eux, n'ont jamais fait le deuil de cela. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qui est entré dans la tradition politique française. C'est toujours facile d'accuser les autres de faire des fixettes sur le passé, alors que nous, on en fait aussi ici, et pour le pire, dans le cadre d'une sorte de politique de division nationale. Oui, on l'a vu d'ailleurs, cette guerre d'Algérie qui se rejoue au sein même de l'Assemblée nationale. Et tu parlais de cette nostalgie de l'Algérie qui était, on le rappelle, le grenier de la France. Une visite qui va être très commentée ces prochains jours et peut-être qui va occulter enfin cette polémique à la fois stérile et éclairante de la semaine dernière, une polémique nourrie par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui en quelque sorte a réagi à un bad buzz venu de Twitter au sujet d'un karting organisé à la prison de Fresnes en désavouant son administration. Regardons un extrait vidéo de Huffington Post qui résume l'initiative. La team jaune est en tête. La team jaune est en tête. La team jaune est en tête. La team jaune est en tête, les gars. C'est une dinguerie. La team jaune, c'est une dinguerie. Ouais.
Pour cet épisode, nous sommes à l'intérieur de la prison de Fresnes. Et les équipes qui participent aux épreuves sont celles des surveillants de prison, celles des personnes détenues et la team Colantes. Vous êtes prêts les gars ? On est prêts. Alors d'accord, toutes les personnes qui sont là le sont pour une bonne raison. Et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison. Mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et comme moi. Suite à la diffusion des images de ce moment à Fresnes, Éric Dupond-Moretti a tweeté en ces termes: après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Et pourtant, cette initiative était connue de l'administration pénitentiaire et du cabinet du ministre. Oui, elle est assez extraordinaire, cette polémique, et je pense qu'on est arrivé un peu au bout des polémiques stériles. C'est-à-dire qu'un événement qui est organisé avec le concours de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez organiser une simple exposition de photos dans un lycée, il vous faut 1000 autorisations. Alors vous imaginez bien que pour organiser un karting ou des épreuves de cordes à sauter au sein d'une prison comme Fresnes, je pense qu'il faut la validation de toute l'administration pénitentiaire et effectivement du cabinet du ministre. Donc le Dupond-Moretti s'insurge contre la décision qu'il a lui-même prise. Bon, tout ça est tout à fait cohérent. Mais au-delà de ça, comme d'habitude, ça permet de ne pas parler du fond. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est que les prisons françaises sont surpeuplées. On a 117% d'occupation. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2020 pour l'état indigne dans lequel se trouvent ces prisons. Il y a effectivement des problèmes de réinsertion, de récidive, c'est-à-dire qu'il y a 31% des gens qui sont libérés, des prisonniers qui sont libérés, qui récidivent dans l'année qui suit leur libération. Mais c'est parce qu'ils ont le droit de faire du karting en prison qu'ils récidivent. Ça doit être ça, parce qu'ils ont le droit de se prendre pour des condamnations multiples de la Cour européenne des droits de l'homme, bien avant 2020. Oui, bien sûr. Et en plus, la personne qui porte ces critiques, qui relaie finalement la polémique de l'extrême droite, puisque cette polémique de karting est née quand même à l'extrême droite sur la fachosphère, a été reprise à son compte par Éric Dupond-Moretti, qui, faut-il le rappeler, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt et corruption, parce que ce charmant monsieur, dans une autre vie, était avocat, a défendu plein de clients, notamment des oligarques russes à Monaco, et quand il est arrivé au ministère de la Justice, il a décidé de se venger des magistrats contre lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat. Et donc, il a diligenté des enquêtes administratives contre des magistrats qui avaient un peu trop embêté ses clients, et notamment le fameux oligarque Dimitri Rybolovlev, qui est le président du club de foot de Monaco, et qui est un oligarque russe connu quand même pour son argent pas très propre. Et donc, moi, je trouve quand même assez scandaleux et fort de café qu'on maintienne en poste un ministre de la Justice qui est quand même mis en examen pour une affaire de corruption et de prise illégale d'intérêt, et qui se permet de juger des délinquants qui vivent dans des conditions très dures, qui ont passé l'été, alors quoi qu'ils aient commis, ça reste des êtres humains qui ont vécu sous la canicule, à 3 dans 9 mètres carrés, dans des conditions d'insalubrité, d'inconfort patente, indignes de ce que devrait être une prison dans le soi-disant pays des droits de l'homme. Et on attendrait que Éric Dupond-Moretti soit aussi sévère avec, par exemple, un Patrick Balkany, qui, lui, a bénéficié d'une remise de peine et d'une libération conditionnelle, alors qu'il avait été condamné quand même à une peine très lourde pour fraude fiscale. Il avait violé à de multiples reprises le port de son bracelet électronique. En fait, c'est toujours la question du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire fort avec les faibles ou faible avec les forts, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront noir ou blanc, c'était ce que disait La Fontaine, et c'est vraiment vrai. Donc Éric Dupond-Moretti oublie d'être dur avec Balkany, avec Nicolas Sarkozy qui passe tranquillement l'été en Crète, et condamne des prisonniers parce que ils ont eu le malheur de jouer aux cartes à une activité organisée par la prison finalement, et qui a été validée par le cabinet du ministre. Donc évidemment on arrive au bout de ces polémiques stériles d'été qui masquent le vide intersidéral de la politique du gouvernement, et notamment en matière carcérale. Je pense que toute cette polémique un peu stupide doit nous pousser à nous poser les questions de fond. À quoi sert la prison ? C'est un mystère. Est-ce que la prison, ça sert à dissuader ceux qui sont
d'y revenir jamais, ou alors ceux qui pourraient y aller, de faire ce qui pourrait les amener en prison. Est-ce que la prison, ça sert c'est un temps de méditation sur ce qu'on a fait de mal à la société et un temps de réinsertion au sein de la société? Est-ce que la prison, c'est juste une sorte d'instrument de coercition qui permet de faire... De réguler la société capitaliste qui est traversée par des inégalités et qui est criminogène en elle-même, en ce qu'elle surévalue, elle surévalue dans toutes les formes culturelles qu'elle promeut l'argent et l'argent facile. On ne sait pas ce que c'est, à quoi ça sert. Et c'est pour cela que finalement, on est toujours embêté, parce que effectivement, si vous isolez toute la réalité carcérale et que vous ne prenez que cette vidéo, que ce moment-là, les personnes qui sont en liberté, qui vivent durement, difficilement et qui n'ont pas l'occasion de faire du karting ou même d'aller à la piscine municipale peuvent se dire ah là là, mais quand même, vous voyez, enfin, c'est humain de se dire ça. Mais parce qu'on a isolé un moment et parce que finalement on a réussi à transformer un débat de fond en une sorte de petite mini-polémique ridicule et insignifiante et détachée de toutes les autres, de tous les éléments qui devraient l'accompagner. À quoi ça sert la prison ? Et pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont en prison ? Parce que effectivement, Gérald Darmanin, suivi par l'extrême droite, n'a pas arrêté pendant cet été de dire qu'il y a une majorité d'étrangers en prison. Pourquoi ? Ce que Zemmour disait, ce qui choquait à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on a une justice est-ce que ça veut dire que les étrangers dure. sont des délinquants ? Est-ce que ça veut dire que quand vous avez commis un délit ou un crime et que vous avez de la famille, un avocat, des ressources sociales, un boulot aussi, parce que ça compte dans le fait d'éviter une peine carcérale, quand vous avez un travail et une insertion sociale, le juge vous remet souvent en liberté peut-être en prison avec sursis, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut effectivement considérer que de toute façon, oui, les étrangers sont des délinquants et c'est pour ça qu'ils sont en prison. On peut le faire. Dire que les juges sont beaucoup moins cléments avec certaines populations plutôt que d'autres. Et on peut aussi se dire que le système carcéral est une sorte de miroir de notre société. Et, ce que Dupond-Moretti disait avant. Lorsqu'il était avocat de ces délinquants. Et tout à fait. Et Dupont, il y a plein de grands philosophes qui ont écrit sur l'enfermement, Beccaria, Foucault, Dostoïevski, qui avait été au bagne, avait écrit des pages sublimes sur la justice et l'injustice. Est-ce que la prison pouvait détruire un homme ? Mais le gouvernement, et notamment Éric Dupond-Moretti, préfère lire visiblement le programme du Front National et le faire leur, finalement, puisqu'ils reprennent petit à petit à leur compte toutes les thèses du Front National, ce qui montre bien qu'il y a une sorte d'entrisme. À l'époque, on parlait de l'entrisme des trotskistes au Parti socialiste, mais là, il y a un trisme idéologique des idées d'extrême droite dans la Macronie. Et c'est vraiment quelque chose qui est frappant depuis le début de ce quinquennat. On a élu Emmanuel Macron sur l'illusion d'un barrage contre Marine Le Pen, et au-delà de ça, on a l'impression que la Macronie ouvre une autoroute aux idées d'extrême droite et au racisme le plus trash. Thomas, Théophile, merci. Merci à vous également de nous suivre et d'être toujours aussi nombreuses et nombreux. On compte sur votre soutien. Vous pouvez donner, vous pouvez partager tous les contenus d'ailleurs du média. Et on se donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Fond de l'Info. À très bientôt.